Je n'aurais jamais cru que mon propre fils me chasserait ainsi de sa vie. Je sentais le verre froid sous mes doigts tremblants, en regardant à l'intérieur de l'étoile de mer. Mon souffle embuant la vitre, ils étaient là, mon fils Théo, sa femme Sabine, ma petite fille Clémentine et les parents de Sabine, Marcel et Odette Vasseur, tous riant autour d'une table encombrée d'assiettes d'huîtres de Marraine, des homards bretons, de flûtes de champagne Taitinger. Mon fonds de retraite avait payé ce festin. Je reconnaissais la carte bancaire, celle que Théo insistait pour gérer pour ma sécurité. Il m'avait dit que le dîner était annulé. Tout le monde est fatigué. Maman, disait son message. J'avais acquiescé seul dans ma cuisine à Beaujard, emballant soigneusement la tarte. Malgré tout, une partie de moi refusait d'accepter qu'il m'abandonne. Mais quand la curiosité me rongeait au point de m'étouffer, je suis passé par la place du marché. Et maintenant, je me tenais là, figé, tandis qu'il trinquait de nouvelles aventures avec mon argent. J'avais envie de crier, de frapper la vitre, de demander à Théo s'il se souvenait des nuits où je veillais à son chevet lors de ses crises d'asthme, s'il se souvenait du second emploi que j'ai pris pour lui acheter sa première voiture, s'il se souvenait comment j'ai vendu mes bijoux de mariage après la mort de mon mari pour qu'il finisse ses études sans un seul prêt. Au lieu de cela, je restais là comme un fantôme, mon reflet se fondant dans l'éclat des chandeliers de l'étoile de mer. À l'intérieur, Clémentine riait, faisant teinter son verre d'eau avec le champagne de son père. Sabine renversait la tête en riant, ses boucles d'oreilles en diamant, celles que j'avais aidé à payer scintillant sous la lumière. Je ne sais combien de temps je les ai observées. Des minutes, des heures, le temps semblait déformé, s'étirant à l'infini, tandis que j'absorbais chaque sourire insouciant, chaque gorgée de champagne coûteux, chaque rappel qu'ils avaient choisi l'indulgence plutôt que moi. Je pensais aux promesses de Théo. Après la mort de son père, « Ne t'inquiète pas, maman, je m'occuperai de toi ». Ces mots avaient été mon encre, et pourtant, j'étais là, die Rose, exclu de ma propre vie. Mes doigts serraient la sangle de mon sac si fort que mes ongles laissaient des croissants dans ma paume. Je sentais quelque chose se briser en moi, comme un vieux vase en céramique tombant au sol. Qu'est-ce que l'amour sans respect, me demandais-je, ma voix un murmure perdu dans l'air nocturne. Je me souviens avoir relu ce message. Dîner annulé. Maman, on est tous fatigués. Espérant que les mots se réarrangeraient en quelque chose de gentil, je regardais l'horloge. Mes mains tremblaient. Pliant le même torchon pour la 3e fois, je les imaginais chez eux, trop épuisés pour manger. Mais je me rappelais les yeux brillants de Clémentine, son énergie sans fin, l'amour de Sabine pour les dîners chics. Je me rappelais comment Théo ne ratait jamais une occasion de se vanter, même devant sa mère. Une pensée terrible m'a frappé si fort que j'ai dû m'asseoir. Et s'ils n'étaient pas chez eux, j'essayais de résister, mais l'envie montait comme une marée. Finalement, je pris mon sac, m'asclèche, enfilant mon vieux cardigan. Mon cœur battait fort. En montant dans ma voiture, le volant glissant sous mes paumes moites, je me disais que je faisais juste un tour, que je verrais des fenêtres sombres. Preuve qu'il se reposait. Peut-être avais-je besoin de ce mensonge pour survivre une nuit de plus, mais en tournant dans la rue des Érables, je l'ai vu, leur voiture garée devant l'étoile de mer, le restaurant avec ses nappes blanches
ses chandeliers en cristal, où il fêtait chaque anniversaire, chaque petit événement, tout financé par mon argent de retraite. Là, Théo dans son blazer préféré, Ryan, Sabine rejetant ses cheveux en arrière, sirotant une flûte de champagne, Clémentine bondissant sur sa chaise, s'attaquant à une montagne d'huîtres. J'aurais dû faire demi-tour, rentrer chez moi. Mais quelque chose plus fort que la honte me clouait là, derrière un bac à plantes, le dos contre la brique froide. Je les regardais rire. Théo se penchait pour murmurer quelque chose à Sabine. La faisant glousser de plaisir, Marcel essuyant des larmes de rire, veillant à ne pas froisser sa chemise repassée, puis je l'ai revu, ma carte bancaire, dépassant du porte-addition, comme une lettre écarlate, scintillant sous les lumières du restaurant, témoin silencieux de mon humiliation. La bile montait dans ma gorge, mes genoux tremblaient, mon cœur battait si fort, je pensais m'effondrer sur le trottoir. Mais je restais, car je devais le voir, de mes propres yeux, savoir jusqu'où ils iraient. Théo levait son verre, sa voix portant à travers la vitre, quand le serveur passait, à de nouveaux départs, disait-il, plus fort cette fois. Sabine faisait teinter son verre contre le sien. Marcel et Odette suivaient, et je voyais une lueur cruelle dans ses yeux. De nouveaux départs. Qu'est-ce que cela signifiait? Une rénovation de maison, de nouveaux investissements familiaux, ou juste un nouveau chapitre, sans la charge d'une vieille mère, seulement son compte bancaire. La pensée me transperçait. Je pressais une main contre ma poitrine, essayant d'apaiser la douleur se répandant comme un poison, mais même dans ma douleur, je sentais autre chose bouillonner. La colère, des années à donner, à couvrir leurs dettes, à payer leurs voyages, leurs meubles, leurs innombrables urgences. Des années à être l'automate bancaire silencieux, toujours là pour combler les vides de leur vie. Je pensais au jour où Théo m'avait convaincu d'ajouter son nom à mon compte, juste pour les urgences. Maman, avait-il dit, mène la chante, embrassant le haut de ma tête, comme si j'étais une poupée fragile. Je me souvenais de ma fierté, de mon important, de mon amour. Les larmes brouillaient ma vue, alors que j'acquiesçais, serrant le téléphone comme une bouée. Et là, la première étincelle d'un plan s'allumait dans mon esprit. J'avais besoin d'aide et je savais qui appeler. J'essuyais mes yeux, ajustais mon manteau, me tournais vers la rue sombre, mes jambes plus fermes. Le vent froid fouettait mes joues, mais je le laissais faire. C'était mieux que l'engourdissement. Ils pensaient festoyer sur mon silence, mais ils ignoraient que j'allais leur présenter une facture qu'ils ne pourraient jamais payer. Mes doigts composaient presque seuls, Tremblance, sur l'écran. Geneviève, ma meilleure amie depuis l'université, analyste financière retraitée, ma voix rauque, petite, même à mes oreilles, Margot. Qu'est-ce qui se passe? Demandait-elle. Immédiatement alerte. Ils m'ont abandonné. Je bégayais. Ils sont entrés sans moi. Et ils utilisent ma carte pour tout payer. Là, maintenant. Un silence choqué à l'autre bout. Puis une inspiration brusque. J'arrive, 15 minutes. Tu n'es pas seul. D'accord, je suis là. Les larmes brouillaient ma vue. Je hochais la tête, serrant le téléphone. J'attendais sur le trottoir froid, l'air nocturne rongeant mes os, mais je ne le sentais pas. Seul, la brûlure de la trahison rampait dans mon dos. Geneviève arriva vite.
sa voiture freinant brusquement devant moi. Elle se précipitait. Brastendus. Oh, chérie, soufflait-elle, m'enlaçant contre sa poitrine. Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin de cette étreinte. Son manteau sentait la lavande. Les vieux livres, la sécurité, insurreculant, elle scrutait mon visage, ses yeux perçants, comme cherchant des bleus invisibles. D'une certaine manière, il y en avait, mais aucun qu'elle pouvait penser. Ils sont là dedans. Je râlais. Ils ont annulé le dîner, m'ont dit de rester chez moi. Et ils utilisent ma carte. Les yeux de Geneviève se plissaient. Elle jetait un regard par-dessus mon épaule, vers la fenêtre lumineuse de l'étoile de mer. Son regard devenait froid. Ce calme dangereux qu'elle avait avec les clients véreux, elle prenait ma main, me guidait doucement vers le café du crépuscule. Un bistrot faiblement éclairé, avec de grandes fenêtres, un point de vue parfait. Nous nous installions dans un coin près de la vitre. De là, nous avions une vue directe sur leur table. Je les voyais clairement. Ryan, se penchant près, ma carte sur la table, comme un trophée tordu. Une serveuse passait. Geneviève commandait 2 thés. À leur arrivée, mes mains tremblaient, essayant d'ouvrir un sachet de sucre, mais Geneviève attrapait mon poignet, sa touche chaude, ferme. « Écoute-moi », disait-elle, sa voix basse, mais féroce. Ses yeux fixés sur les miens. « Tu leur as assez donné, assez d'argent, de pardon, de pouvoir, pas besoin de faire irruption, d'écrier, juste de mettre fin à ça. » J'avalais difficilement. Magorge se serrant. Maescoment. Geneviève se penchait, son expression devenant vive, presque malicieuse. « Tu n'as pas l'application bancaire sur ton téléphone, n'est-ce pas ?» Je secouais la tête, honteuse. Je n'ai jamais pensé en avoir besoin. Théo s'en occupait. Les mots avaient un goût amer. Geneviève hochait la tête. Compréhensive, elle sortait son téléphone. « On va régler ça maintenant. » Elle téléchargeait l'application. Ses doigts rapides, précis. Mes mains tremblaient, regardant la barre de progression avancer. Chaque seconde s'étirant, comme une heure. Quand l'installation finissait, Geneviève repoussait mon téléphone vers moi. « Maintenant », disait-elle, sa voix plus douce. « Mais inflexible, appelle la banque. Dis que tu as oublié tes identifiants. On va te reconnecter. » Mon cœur battait si fort. J'avais peur que le café entier l'entende. Je prenais mon téléphone, doigts moites, composé. La voix automatisée semblait un mur, stérile, impersonnel. Mais quand une vraie personne répondait, je forçais ma voix à rester stable. Oui, j'ai besoin de récupérer mon accès bancaire en ligne. Non, je ne me souviens ni du nom d'utilisateur, ni du mot de passe. Oui, je peux vérifier mon identité, disais-je, ma voix vacillante au début, puis plus ferme à chaque question. En récitant les réponses de sécurité, le nom de mon premier animal, la rue de mon enfance, des souvenirs défilaient derrière mes paupières. Je voyais Théo enfant, serrant son ours en peluche, courant sur un trottoir, fissuré l'été. Ces images piquaient comme du sel sur une plaie. Enfin, l'employé confirmait. « Tout est prêt, Madame Bisset. Vous devriez pouvoir vous connecter. » Je raccrochais, mes doigts engourdis, regardant Geneviève. Elle hochait la tête vers le téléphone.
ses yeux brûlants d'une force silencieuse. Voici. J'ouvrais l'application lentement, chaque écran chargeant comme un souffle retenu. Quand le tableau de bord apparaissait, mon sol me fixait. Toutes les économies d'une vie de sacrifice, les nuits sans rien, pour qu'ils aient plu, puis mes yeux trouvaient le bouton. Je l'ai le compte, il semblait briller sous la lumière dorée du café du crépuscule. Mon doigt hésitait, tremblant si fort. Je pensais lâcher le téléphone. Ils aimaient ton argent plus que toi. Murmurait Geneviève. Zeraprochant. Silencieux ne veut pas dire faible. J'inspirais, tremblante. Mon pouce appuyait. Une petite notification clignotait. Comte-relais. Une vague de chaleur envahissait ma poitrine. Mêlée de larmes coulant sur mes joues, c'était comme percer la surface après des années de noyade. Je levai les yeux vers Geneviève, qui serrait ma main. Voilà, disait-elle, sa voix douce, mais féroce. Tout last fate. Et s'ils ne peuvent pas payer, murmurai-je. Geneviève laissait échapper un rire sans humour. C'est exactement le but. Je me tournai vers la fenêtre. Théo levait un autre verre. Sabine Ryant Tropford, rejetant ses cheveux comme dans un film, je pouvais presque les entendre répéter ce qu'il m'avait dit. Trop sensible, trop dramatique, trop facile à manipuler. Ils aimaient mon argent plus que moi. Les larmes revenaient, mais différentes. Childish, vibes, Justus. Silencieux ne veut pas dire faible, murmurait Geneviève. Sa main sur la mienne, stabilisante, tout semblait immobile. Mon cœur battait, puis ralentissait. Une légèreté aérienne envahissait ma poitrine, comme si j'ouvrais une fenêtre dans une pièce où j'étouffais. Geneviève soupirait lentement, serrant ma main. C'est fait. Je la regardais, ma vision brouillée, et maintenant, le sourire de Geneviève devenait dangereux, triumphant, celui qu'elle avait face à un client têtu. Maintenant, on boit notre thé et on regarde. Oh, je me tournai vers la fenêtre, juste à temps pour voir le serveur revenir à leur table. L'addition, and main, l'air désolé. Théo prenait ma carte, Ryant, jusqu'à ce que le serveur secoue la tête. La confusion se répandait sur leur visage, puis la panique. Pour la première fois depuis des années, je respirais vraiment en prenant ma première gorgée de thé. Ça avait le goût de la liberté. Geneviève serrait mes doigts. « Regardez », murmurait-elle. Le serveur donnait l'addition à Théo. Sa posture ready, son sourire poli, commençant à s'effilocher. Théo ouvrait le porte-addition. Toujours souriant, inconscient, il glissait ma carte dans le lecteur, discutant avec Marcel comme si rien ne pouvait l'atteindre. Puis le premier signe, ses yeux fixaient la machine. Quand elle bipait, clignotait en rouge, il fronçait les sourcils, comme un enfant face à un jouet cassé. Il sortait la carte, la vérifiait, la glissait, à nouveau, bip, refusé. Une fissure apparaissait dans son masque. Il jetait un regard rapide à Sabine, sa bouche esquissant un demi-sourire gêné. Elle se penchait, ses ongles manucurés tambourinant sur la table, ses yeux plissés, sa voix aiguë. Je pouvais presque l'entendre siffler. Quel est le problème? Paye. La main de Théo tremblait légèrement. Il essayait encore. À chaque fois,
La machine bipait, le voyant rouge clignotant, comme une accusation. Sabine se rapprochait, sa mâchoire se crispant. Son visage dur, froid. Marcel regardait, lèvres pincées, mal à l'aise. Un calme étrange m'envahissait. Chaque goutte d'humiliation avalée ces années semblait plus légère, presque risible. Geneviève se penchait, sa voix expansait, tâtée d'un amusement sombre, escoulant. Margot, liceless. Je prenais une petite gorgée de thé, la chaleur apaisant ma gorge. À travers la vitre, Marcel et Odette fouillaient leur portefeuille, échangeant des regards frénétiques. Le visage d'Odette rougissait d'embarras. Marcel ajustait ses lunettes, plissant les yeux sur les reçus, comme s'il pouvait produire l'argent manquant. J'entendais presque les sifflements de reproches entre eux, puis Théo sortait son téléphone. Ses pouces dansant furieusement sur l'écran. Mon téléphone vibrait sur la table, son nom clignotant, comme une dernière supplication. Geneviève hochait la tête vers lui. « Vas-tu répondre ?» Je regardais l'écran un instant. C'est un homme familier qui signifiait autrefois chaleur, sécurité. Une place dans un monde maintenant. C'était une chaîne froide, lourde. Je repoussais le téléphone. L'ignorante. Théo relevait la tête, scrutant le restaurant, comme s'il s'attendait à ce que je surgisse pour le réprimander, comme un enfant. Mais Yana Bouguet se passe. Je restais dans ce coin chaleureux, enveloppé d'un pouvoir silencieux que je m'étais longtemps nié. Je regardais, alors que Sabine couvrait son visage de ses mains, Marcel agitant son portefeuille avec colère, Geneviève laissait échapper un petit rire malicieux. Oh, c'est bien, vraiment bien. Je la regardais, un rire tremblant montant dans ma gorge, se transformant en sanglots, mais pas de tristesse, de soulagement. À travers la vitre, Théo se levait, les visages épâlés, crispés. Sabine saisissait son bras, sa voix haïque, désespérée. Leur forteresse parfaite se fissurait. Je m'adossais à ma chaise, pressant une main sur mon cœur. Ils aimaient mon argent plus que moi. Murmurai-je. Geneviève hochait la tête, ses yeux doux, mais fortes. Et maintenant, ils en payent le prix. Je me tournai vers la fenêtre, ma colonne se redressant peu à peu. C'était pas juste un dîner raté. C'était le moment où je cessais d'être leur servante silencieuse, devenais ma propre protectrice. De l'autre côté de la place du marché, la scène dans l'étoile de mer devenait un spectacle. Sabine réprimandait Théo ouvertement, sa voix assez aiguë pour attirer les regards des autres clients. Marcel et Odette alternaient, jetant de l'argent sur la table, fouillant dans les cartes, les billets avec une urgence frénétique. Théo regardait à nouveau son téléphone, espérant un miracle. Aucun ne venait. Il laissait tomber sa tête dans ses mains. Je connaissais cette posture, vue 1000 fois, quand il s'écorchait le genou, perdait son premier emploi, cassait son jouet préféré. Autrefois, je me précipitais pour tout arranger, le rassurer. Mais ce soir, il y a un beau qui se passe. Je prenais une gorgée de thé lente, stable, savourant la chaleur dans ma gorge. Geneviève levait sa tasse en un toast silencieux. « À toi, enfin, en première », disait-elle, sa voix douce, mais féroce. J'avalais difficilement, les larmes piquant mes yeux. Je hochai la tête, faisant teinter ma tasse contre la sienne. « Être seul vaut mieux qu'être utilisé », murmurai-je. Geneviève me faisait un petit sourire triste. « Exactement »,
Mon téléphone vibrait encore. Théo appelait, je fixais l'écran. Son nom pulsant comme une blessure. Je pensais à toutes les fois où il m'appelait seulement pour de l'argent. Les « je t'aime », maman, vide à la fin de chaque transaction. La façon dont Sabine évitait de m'enlacer, sa joue froide se détournant, la manière dont il m'excluait des plans, me traitant comme une pensée secondaire, jusqu'à l'arrivée des factures. Dans le restaurant, la tension atteignait son paroxysme. Marcel frappait la table, le visage tordu de rage. Odette essuyait des larmes avec sa serviette, mascara étalé. Le serveur restait là, Zener, lèvres serrées, tenant l'addition impayée. J'entendais presque les disputes. Pourquoi n'as-tu pas vérifié la carte? Pourquoi dépendons-nous toujours d'elle? Tu disais qu'elle était d'accord? Théo se levait brusquement, repoussant sa chaise si fort qu'elle manquait de basculer. Il sortait son portefeuille, le jetait sur la table, gesticulant sauvagement, le visage rouge, la mâchoire crispée. Geneviève se penchait, son souffle embuant légèrement la vitre. « Regarde-les », murmurait-elle. Le puissant royaume s'effondre. Un petit rire éclatait de moi, vif, éclatant, résonnant contre les murs du café du crépuscule. Il me surprenait. Le rire m'était étranger depuis si longtemps. Pas les rires polis des dîners, pas les gloussements forcés pour maintenir la paix, mais un vrai rire profond, faisant mal aux côtes. De l'autre côté, Sabine serrait son sac contre sa poitrine. Comme une bouée, Marcel et Odette semblaient vaincus, affalés dans leurs chaises. Je les regardais une dernière fois, puis repoussai mon téléphone. Ma tasse, c'est l'heure, disais-je à Geneviève. Elle hochait la tête, ses yeux brillants de fierté silencieuse. L'heure de quoi? Demandait-elle, bien qu'elle comprenne déjà. Je croisais son regard, ma voix stable, de tout reprendre. Ah, nous quittions le café du crépuscule ensemble, l'air plus lourd, presque électrique. Je resserrais mon manteau. And marchant, chaque pas semblait sortir d'une cage dont j'ignorais être prisonnière. Geneviève marchait à mes côtés, suivant mon rythme, sans remplir le silence d'optimisme, forcé ou de réconfort. Bon marché, elle restait là, solide, stable, à l'angle. Je m'arrêtais sous l'éclat d'un lampadaire vacillant. Mon téléphone vibrait encore. Un autre message de Théo. Maman, réponds. C'est une urgence. Une urgence. Je riais presque à voix haute. Combien de mes urgences étaient restées sans réponse? Les jours où j'appelais et il laissait sonner, trop occupé. Les semaines sans épicerie. Car il oubliait de transférer l'argent. Le Noël passait seul, face à un four froid, car ils avaient décidé une escapade familiale. Avec mes économies, j'ouvrais le fil de messages, faisais défiler. Des designs, des messages, tous des variations de la même monnaie froide. Besoin d'un transfert aujourd'hui, urgent. Jamais il n'écrivait. Comment fais-tu? Maman, ou es-tu bien? Quelque chose en moi se brisait doucement, comme le dernier fil, une corde effilochée. Je regardais Geneviève. Il m'a convaincu de l'ajouter à mes comptes. Au cas où, disais-je, ma voix tremblait. Pas de peur, de rage. Geneviève hochait lentement la tête. Il le déguise toujours en sollicitude, au cas où, pour ta sécurité.
Et avant que tu t'en rendes compte, il contrôle ta vie entière. Je serrais les poings. Les souvenirs affluaient. Le jour où il m'avait fait signer les documents, sa main sur mon épaule, me rassurant que je n'aurais plus à m'inquiéter. Il avait raison. Je ne m'inquiétais pas. Je ne pensais pas. Je payais. Il prenait. J'inspirais brusquement l'air froid, brûlant. Mes poumons. Plus jamais. Murmurai-je. Geneviève s'approchait. Sa voix expassée, mais ferme. Alors, commence par le retirer de tous les comptes, tous les accès. Reprends chaque morceau de toi qu'il a volé. Je la fixai un instant, nous revoyant jeunes, moi en uniforme de travail, elle en jupe crayon élégante, économisant pour le loyer, rêvant d'un jour où nous ne répondrions à personne. Ce jour était enfin arrivé. Je hochai la tête, la décision s'installant dans mes os comme un thé chaud en hiver. Geneviève sortait son téléphone, ouvrait son application de notes. Demain matin, première chose, tu vas à la banque, révoque toutes les autorisations, crée de nouveaux comptes, nouveaux mots de passe, tout. Et pendant que tu y es, prends un avocat pour modifier ton testament. Je la regardais, les coins de ma bouche se relevant. Toujours comptable, plaisantais-je doucement. Elle souriait. Il faut bien que quelqu'un t'empêche de tout redonner. Je sentais une chaleur dans ma poitrine. La première, depuis ce message, les textos de Theo continuent, un flot de bulles frénétiques éclairant mon écran. Je désactivais les notifications, glissais le téléphone dans ma poche. La dernière barrière entre moi et leur désespoir. Geneviève passait son bras dans le mien. Nous marchions vers sa voiture. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais pas comme un portefeuille ambulant, ni comme une mère ayant échoué. Je me sentais à nouveau Margot. Je dormais à peine cette nuit, assise dans mon fauteuil, genoux repliés contre ma poitrine, fixant les murs silencieux de l'appartement. Mon esprit rejouait chaque conversation, chaque petite trahison, chaque sourire forcé pour maintenir la paix. Je pensais à tous les anniversaires payés, les rénovations de maisons financées, les dîners interminables où je faisais semblant de m'amuser pendant qu'il critiquait ma vie entre deux bouchées de confit de canard. J'entendais la voix de Théo, cette douceur manipulatrice quand il demandait plus d'argent. Juste un peu. Maman, tu ne veux pas qu'on galère, n'est-ce pas? Galérer. Il ne connaissait pas ce mot. Quand la première lumière filtrait à travers les rideaux, je me levais, étirais mes jambes raides, mes articulations douloureuses, mais je me sentais vivante comme jamais. Je prenais une douche, enfilais mon meilleur pull bleu marine, gardé pour les occasions spéciales. Aujourd'hui semblait spécial, différent. Geneviève passait me chercher. Elle me regardait comme une amie resurgie après des années sous l'eau. Prête, demandait-elle. Je hochais la tête. Mes mains tremblaient, tenant mon sac, mais mon cœur était stable. Le hall de la banque était calme. Nous prenions un numéro. Nous asseyions côte à côte. J'observais un jeune couple s'agiter sur des papiers d'hypothèque. Un homme tapant sur son téléphone. Une vieille dame discutant des frais au comptoir. La vie continuait, ignorant que j'allais changer la mienne pour toujours. Enfin, mon numéro était appelé
Les banquiers, un jeune homme poli, avec des lunettes fines, yeux fatigués, m'accueillait dans son box. « Comment puis-je vous aider ?»« Madame Bisset ?» demandait-il avec un sourire doux. Répétez. J'inspirais, sentant ma voix se solidifier. « Je veux révoquer tous les accès partagés à mes comptes, » disais-je clairement. « Retirer tous les utilisateurs secondaires, changer mes mots de passe, fermer immédiatement toutes les cartes conjointes. » Ses yeux s'élargissaient légèrement. Puis il hochait la tête rapidement. Bien sûr, des noms précis. J'avalais difficilement le nom de mon fils collé à ma langue, mais je le forçais. Théo Bisset. Chaque frappe sur son ordinateur semblait clouer un cercueil. Pas le mien, celui de l'ancienne vie que j'enterrais. Quand tout était fini, il imprimait une pile de papier. Je signais chacun, ma main tremblante au début. Puis, plus forte à chaque trait, Geneviève assise en face, ses yeux doux, mais pleins de fierté. En finissant la dernière signature, le banquier se levait, tendait la main. « Tout est réglé. Vous êtes la seule titulaire du compte, Madame Bisset. » Je serrais sa main fermement. « Merci, » disais-je, et je le pensais plus que jamais à quiconque derrière un comptoir. En quittant la banque, je sentais un souffle d'air dans mes poumons, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années et enfin expiré. Des roses, Geneviève serrait mon épaule. « To last fate », murmurait-elle. Je la regardais, un rire bouillonnant en moi. Je l'ai fait, n'est-ce pas? Et je pensais chaque mot à cet instant, debout sur le trottoir. Le soleil matinal frappant mon visage, je réalisais quelque chose de puissant. Je n'avais pas juste gelé un compte. Je m'étais dégagé. Je pensais qu'après la banque, je serais épuisé, que le poids de tout s'écroulerait, me ramenant au lit. Mais en rentrant avec Geneviève, je me sentais plus vive, plus alerte que jamais. Chaque nerf électrisé, mon cœur stable, sans peur. En arrivant chez moi, Geneviève coupait le moteur, me regardait attentivement. « Veux-tu que je reste aujourd'hui ?» demandait-elle. Sa voix douce, je secouais la tête. « Non, je dois faire le reste seule. » Elle n'argumentait pas. Me connaissant assez pour reconnaître l'acier dans ma voix, avant de partir, elle glissait un papier plié dans ma main. « Au cas où, » disait-elle, le numéro de mon avocat. Pour modifier ton testament, j'hochais la tête, l'enlaçant forte. Merci pour tout. Rentré, je me faisais une tasse de thé, m'asseyais à la table de la cuisine, regardant le soleil toucher le bord de la tasse. Mon téléphone vibrait. Théo. Cette fois, des messages vocaux. J'appuyais sur lecture, m'adossant à ma chaise. Le premier était en colère. Sa voix aiguë, vicieuse, m'accusant d'égoïsme, de dramatisation, de tout gâcher. Le suivant, plus doux, dégoulinant d'un faux remords. Maman, s'il te plaît, parlons. Tu sais que je t'aime. Ne fais pas ça. On peut arranger. Et le dernier, presque murmuré, j'ai besoin de toi. Je posais le téléphone. Autrefois, ces mots m'auraient détruite, m'auraient ramenée dans son orbite, autour de ses besoins, ses crises, ses fins incessantes. Mais aujourd'hui, je ne ressentais qu'un écho creux. J'ouvrais mon ordinateur, commençais à dresser un nouveau plan financier, ligne par ligne. J'ai Théo de chaque compte. Chaque filet de sécurité, chaque fiducie construite au fil des années, je voyais les chiffres, le fonds d'urgence destiné à lui,
Les économies gardées pour l'aider un par un, je les transférais vers de nouveaux comptes privés. Chaque clic semblait couper une ficelle de marionnette. En finissant, je fermais l'ordinateur. La pièce semblait expirer avec moi. Je me levais, allais au miroir près de la porte. Mon reflet semblait différent. Plus vieux, oui, mais plus fort, plus stable. Une vivacité dans mes yeux que je n'avais pas vue depuis des décennies. Mon téléphone vibrait encore. Un autre message de Théo. On doit se voir. Tu me dois une explication. Je le fixais longtemps. Puis, sans réfléchir, je prenais mon manteau, mon sac, sortais. Je savais où le trouver. J'arrivais à la brasserie des Lilas, un bistrot chaleureux à Beaujard, avec des banquettes en cuir rouge. Des vitres donnant sur un jardin fleuri. Théo était là, assis près de la fenêtre, tapotant nerveusement son téléphone. Elle me voyant, le soulagement envahissait son visage. Il se levait vite, s'approchant comme un enfant grondé, cherchant le pardon. « Maman !» commençait-il, mais je levais la main, l'arrêtant. Sans un mot, je sortais une enveloppe épaisse de mon sac. Des documents légaux, notariés, définitifs, je les posais devant lui. Il baissait les yeux, la confusion se transformant en horreur. Réalisant ce que c'était, je l'avais déshérité complètement. Sa bouche s'ouvrait, se fermait, sans mots. Ya n'attendais pas. Je me tournais, sortais, mes talons claquant contre le sol, comme un tambour lent, régulier. Des roses. Je m'arrêtais, prenais une profonde inspiration. Pour la première fois, je me sentais intouchable. À mi-chemin du pâté de maison, j'entendais « Maman, attends !» La voix de Théo, rauque, désespérée. Perçant le bruit de la rue, je me tournais légèrement, le voyant trébucher derrière moi, serrant l'enveloppe contre sa poitrine, comme une bouée. « S'il te plaît, écoute !» allait-il, ses yeux larges. Humans, la panique déferlant, je m'arrêtais. Sans m'approcher, il saisissait ma manche, ses doigts tremblants. « Maman, tu comprends pas, j'étais stressée. On avait des dettes, la maison, les affaires. J'essaie de tout tenir. Tu peux pas me faire ça. » Sa voix craquait. Je le regardais vraiment, le garçon que j'avais élevé, l'homme que j'avais tenté de sauver encore et encore, mais je ne voyais qu'une forme creuse, pleine d'excuses. « S'il te plaît, maman, tu sais que je t'aime » ajoutait-il. Sa voix, tombant en un gémissement pathétique, je ressentais une vague de pitié, mais pas pour lui. Pour la femme que j'étais, celle qui aurait cru cela, se serait jetée dans ses bras, aurait donné chaque centime, juste pour se sentir nécessaire. Je retirais ma manche de sa prise, lentement, délibérément. « Non, Théo, disais-je, ma voix passait, calmée. Tu aimes mon argent, mon silence. » Que je dise toujours oui. Son visage s'effondrait. « Ce n'est pas vrai. Tu es ma mère. »« Exactement. » disais-je. Une mère mérite le respect. Pas des mots vides quand les contes s'épuisent. Il regardait autour, comme si la foule pourrait intervenir, mais personne ne le faisait. Pour eux, nous étions deux étrangers, discutant sur le trottoir. Théo tombait à genoux sur le pavé sale. « S'il te plaît, y t'en supplié » sanglotait-il, saisissant ma main
comme s'il allait se noyer sans elle. Une partie de moi voulait le relever, les consoler, retomber dans cette vieille danse, mais l'autre partie, née dans ce café, qui avait cliqué sur « geler », signé chaque document bancaire, restait ferme. Je baissais les yeux sur lui, mon cœur lourd, mais résolu. « Relève-toi, Théo », disais-je doucement, « et un peu de dignité. Tu ne trouveras plus ce que tu cherches ici. » Il sanglotait plus fort. Je libérais doucement ma main. « Je t'aimais plus que ma propre vie, » disais-je, « mais tu m'as appris que l'amour sans respect est une prison. » Je me tournais, recommençais à marcher, cette fois sans regarder en arrière. Ses cris résonnaient contre les bâtiments. « Hey Goose !» À l'angle, je m'arrêtais, stabilisant mon souffle. Je sentais le soleil sur mon visage. Chaud, lumineux, je fermais les yeux, le laissant m'envelopper comme une bénédiction. Puis j'avançais dans le passage piéton, mais pas sûr, silencieux. Il m'avait traité de fardeau, de Cervantes, de portefeuille. Mais aujourd'hui, il apprenait qu'une femme silencieuse porte une tempête en elle, et quand elle la libère, rien ne reste debout. Je pensais que ce serait la fin, que peut être... il disparaîtrait dans son monde de conséquences, me laissant glisser dans le mien, mais un coup frappait à la porte. C'était le début de soirée. Je venais de rempoter de la lavande sur mon balcon, fredonnant un vieux disque de Charles Aznavour. Le soleil glissait, peignant le ciel en rose. Orange doux, quand le coup résonnait, comme un coup de tonnerre. Je me figeais, main dans la terre, puis me levais lentement, essuyant mes doigts sur un chiffon. Un autre coup, plus fort, plus désespéré. Je savais qui c'était avant de regarder par le Judas. Théo, son visage rouge, tordu, yeux fous, brillants de rage, de panique. Je n'ouvrais pas. Il frappait encore, plus fort, sa voix étouffée. Mais aigue, maman, ouvre cette porte, on doit parler. Je restais là, mon souffle stable, ma main sur la poignée, sans la tourner. Maman, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Sa voix craquait, presque infantine, comme s'il était encore ce petit garçon quémandant un biscuit après le dîner. Je pensais à toutes les fois où j'avais ouvert la porte, le laissant entrer, prendre, me laissant plus vide à chaque fois. Je pressais mon front contre la porte, fermant les yeux. « S'il te plaît, j'ai besoin de toi », sanglotait-il. Une douleur sourde naissait dans ma poitrine, mais pas l'ancienne faiblesse. C'était le deuil de la mère que j'avais été, celle qui pensait pouvoir acheter l'amour en se vidant. Je prenais une profonde inspiration, reculais, des halls, ses poings frappaient encore, résonnant comme un tambour de guerre dans le couloir. Je marchais vers la cuisine, me versais un verre d'eau, prenais une gorgée. Mez, mains, stables, mon souffle régulier, les coups devenaient des coups de pied, puis des cris. « Tu me dois ça. Tu entends. Je me suis sacrifié pour toi. » Je riais presque. Ces mensonges étaient si gros, si déformés, ils pourraient remplir un stade. Je prenais mon téléphone. « Composais calmement. Bonjour, officier. » Oui, un homme devant ma porte refuse de partir. Il criait menaceux. « Oui, je suis en sécurité. J'ai besoin que quelqu'un vienne. » La voix de la répartitrice était calme, gentil.
Elle restait en ligne jusqu'à ce que j'entende les sirènes au loin. Je m'asseyais à la table, regardant ma lavande, traçant le bord de mon verre. Quand la police arrivait, j'entendais les officiers parler à Théo. Ses cris devenaient des supplications, puis un murmure vaincu. Il l'emmenait. Je ne regardais pas par la fenêtre. Je n'en avais pas besoin. Je me levais, fermais la porte du balcon, éteignais le tourne-disque. La pièce tombait dans un silence doux, sacré. Il n'y aurait plus de coups, plus d'excuses forcées, plus de larmes pour m'enchaîner à de vieilles blessures. Il pourrait essayer demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, mais il ne trouverait ni porte ouverte, ni compte caché, ni mère silencieuse. Pardonnante de l'autre côté, j'avais tout verrouillé. Quelques semaines passaient calmement, pas de nouvelles de Théo. Plus de coups à ma porte, plus de messages désespérés, comme s'ils s'étaient évaporés, ne laissant que des échos faibles. Un vendredi soir, Geneviève passait avec un panier de pain frais, 2 parts de tarte aux myrtilles de sa boulangerie préférée. J'ai pensé qu'on pouvait se faire un petit plaisir, disait-elle. Entrant, Savoie lumineuse. Mais douce, je mettais la bouilloire. Disposais 2 petites assiettes. Nous nous asseyions à la table, la lumière douce de la lampe attrapant ses cheveux argentés. Elle m'observait tandis que je coupais la tarte, ses doigts tambourinant légèrement. Enfin, elle soupirait, s'adossant. Je ne savais pas si je devais te dire ça, commençait-elle. Ça va explodente. Ma main s'arrêtait. Me dire quoi? Elle me regardait, scrutant mon visage. Sabine a quitté Théo, disait-elle doucement. Elle a fait ses valises, est retournée chez ses parents. On dit qu'elle était furieuse. Hein?